Nouvelle construction, règles environnementales, labels, certifications, acheter dans le neuf, c'est plus cher que l'ancien, mais c'est l'assurance d'économie en fait sur le long terme. Alors, pour vous éclairer, eh bien, Figaro Immo aujourd'hui vous indique comment bien investir dans le Grand Paris et en Île-de-France. Figaro Immo, c'est parti. Nous avons le plaisir de recevoir deux invités aujourd'hui en plateau sur Figaro Immo qui est dédié au neuf. Tout d'abord Ulysse Brault, président du groupe Accueil Immobilier, spécialiste du logement, notamment très présent comme opérateur en Île-de-France. Bonjour Ulysse. Bonjour. Antoine Desbarrières, directeur de Qualitel, association indépendante qui intervient, qui délivre des labels, des certificats pour la construction comme, et on le verra, pour la rénovation. Merci à tous les deux d'être présents. Vous qui êtes attachés au confort de l'habitat, première question, qu'est-ce qu'un habitat sain et durable? Antoine. Bien, bonjour. Alors, un habitat sain et durable, sain, eh bien, il va nous permettre de bien vivre dans son logement, c'est essentiel. Donc c'est une qualité de l'air, un bon renouvellement de l'air, c'est un bon confort acoustique, un bon confort visuel. Idéalement un espace extérieur à ce logement pour pouvoir s'aérer. Et puis un logement durable, c'est un logement qui est respectueux de l'environnement, donc qui s'inscrit dans les enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc un logement bas carbone, performant sur le plan énergétique, mais qui préserve aussi les ressources, l'eau. Voilà, c'est un sujet, on sait, d'actualité, parmi les sujets qui me semblent essentiels dans cette courte définition. Très bien. Ulysse Brault. Alors, habitat sain et durable. Alors. Voilà, pour Accueil Immobilier, promoteur immobilier, pour nous un habitat durable, c'est de produire des logements qui vont durer dans le temps et dans lesquels on va bien vivre. Donc depuis toujours, ça a été des immeubles avec des matériaux de qualité, pierre, des architectures soignées pour que l'investissement soit durable dans le temps. Mais de plus en plus, durable, c'est ne pas devenir obsolète. Et on le voit, le monde change vite avec les changements liés au réchauffement climatique, donc on a un coût de l'énergie, une rareté des ressources, et donc il faut que durable, ce soit un habitat résilient face à tout ça, pour qu'on y vive bien, on maîtrise les coûts, et surtout on puisse y rester dans le temps ou le revendre à un meilleur prix qu'on l'a acheté. Alors, justement, à propos d'achat, acheter dans le neuf, on sait que c'est plus cher que l'ancien, mais ça permet aussi de faire des économies sur le long terme. Au moment où les prix de l'immobilier sont quand même élevés, notamment dans le neuf, est-ce que ça a du sens d'investir dans le neuf aujourd'hui, et notamment en Île-de-France? Antoine, je sais que c'est bon. Investir dans le neuf, acheter dans le neuf, ça a du sens parce que forcément un logement neuf aujourd'hui, il respecte les réglementations en vigueur qui sont de plus en plus exigeantes justement sur ces aspects que nous venons d'évoquer en termes de durabilité, de résilience, de confort sanitaire, de confort acoustique. Donc oui, c'est l'assurance d'être aux dernières normes et d'avoir une tranquillité. Déjà. Absolument. Ouais. On est forcément bien placé de ce point de vue et on est capable on se projette tout de suite dans le temps. C'est un logement qu'on va pouvoir, le cas échéant, louer aisément. On sait qu'il y a aujourd'hui des contraintes sur les étiquettes des PE par rapport à la mise en location. Donc il y a plein de bonnes raisons effectivement d'investir dans le neuf d'une façon générale. Bon. Ulysse, est-ce que l'Île-de-France est une région bâtisseuse? L'Île-de-France construit, pas assez, mais elle construit. On a assisté avec le développement du Grand Paris à une redistribution des cartes de l'attractivité. Donc il y a plus de territoires aujourd'hui qui sont attractifs en Île-de-France. Attractif, ça veut dire proche d'un bassin d'emploi, ça veut dire des transports, ça veut dire une carte scolaire correcte, des zones de sécurité. La problématique, c'est qu'on ne construit pas assez, puisqu'on voit qu'avant le Covid, on était sur des époques où on produisait environ 30 000 logements annuels. En 2022, on était à une vingtaine de milliers de logements neufs annuels. Et sur 2023, on risque de faire moins. Donc voilà un des problèmes qu'on rencontre. Les raisons essentielles. Les raisons,
pas assez de terrain, pas assez de terrain constructible. Problème de foncier. Donc, voilà, problème de foncier. On nous demande de reconstruire la ville sur la ville aujourd'hui, mais il faut donc travailler sur de la hauteur, puisqu'il y a peu de foncier disponible, densifier. Ouais. Et c'est difficile de rencontrer un écho favorable auprès des élus et des habitants sur ce type de développement de la ville sur la ville. Donc l'Île-de-France construit pas assez, pourtant les besoins sont immenses. Et la conséquence immédiate, c'est qu'on a des prix trop hauts. C'est ce qui fait qu'on a une conjoncture, un ralentissement de l'immobilier. Il faut pouvoir construire plus. Alors justement, on va voir deux exemples emblématiques, notamment de vos réalisations qu'on va voir en images. Alors, direction, donc on est en région parisienne. Voilà, on est sur Asnières et c'est un programme pour illustrer l'acceptabilité des projets immobiliers. C'est-à-dire, si on veut construire plus, il faut qu'il y ait un accueil favorable de la part des élus et de ses habitants. Donc ça, c'est l'exemple type d'un emplacement sur lequel on avait un point P, donc négociant de matériaux de construction. Donc ça n'a pas grand-chose à faire dans le cœur d'une ville. Ça séparé de quartiers où on vient réaliser 180 logements et un parc public. Donc on arrive avec une création d'espaces verts, ce qui n'était pas le cas avant. On garde une architecture de qualité. On était sur un quartier où il ne se passait plus grand-chose parce que pour qu'il y ait des commerces, il faut aussi qu'il y ait des acheteurs qui habitent au-dessus ou à côté. Donc là, on vient recréer des commerces, des logements, un parc. Ça, c'est des projets acceptables. Et typiquement, pour avoir en tête, entre le moment où vous décidez le projet, où il y a la concertation, le feu vert, on va dire, de la municipalité et la sortie de terre, il se passe combien de temps? Maintenant, il faut 3 ans si les choses se passent bien sur un projet de cette taille. Si on rencontre quelques frictions, c'est-à-dire études d'impact, des éléments réglementaires, des recours, légitimes ou pas, on peut vite arriver sur 5 ans, d'autant plus que les fonciers restant avec des activités industrielles ne vont pas s'arrêter en claquant des doigts. Il faut trouver des sites de relogement pour les opérateurs. Donc il y a des discussions politiques, économiques avec les riverains. Donc on est dans du temps très long. Temps très long. Il peut y avoir avec la temporalité politique un changement à la mairie typiquement qui peut remettre en cause certains projets. Donc là, j'imagine que ce n'a pas été le cas pour Asnières. Donc en fait, ça a été décidé il y a 3-4 ans. Oui, il y a 3 ou 4 ans. Mais lorsque les projets ont du sens, comme celui qu'on vient de regarder, même si on a des changements de municipalité, il y aura une cohérence et une continuité, parce que c'est réconcilier des endroits de ville qui étaient un peu perdus, apporter des commerces, apporter du parcours résidentiel avec des logements sociaux, de l'accès libre, apporter de la verdure avec des parcs. Donc, les politiques, quelle que soit leur couleur, leur succession, sont assez d'accord sur ce type de projet. Bon, et puis il y a un autre projet aussi. Un autre projet, c'est des projets plus haute couture à Levallois-Perret où on réalise une dizaine d'appartements avec tous les fondamentaux d'accueil immobilier, c'est-à-dire pierre de taille, des grandes surfaces, c'est-à-dire des 4 pièces aux alentours de 95 mètres carrés, peu de nuisances, puisque c'est notre savoir-faire qu'on veut exporter sur des opérations plus larges de requalification de quartiers, comme on a évoqué à l'instant sur Asnières. Alors, quels sont les freins, à la fois politiques, économiques? Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? Les difficultés, elles sont de plusieurs types. À court terme, elles sont pour commercialiser les appartements, parce que quand bien même c'est le bon moment pour acheter de l'immobilier neuf. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, l'immobilier neuf, c'est long à produire. Ça veut dire que si je suis acheteur et je me dis je vais attendre 1 an, les prix vont baisser de 5%, c'est pas sûr que l'opportunité d'habiter à Asnières un dernier étage avec une vue Tour Eiffel se reproduise. Donc c'est le moment d'acheter, mais à court terme, compte tenu des difficultés bancaires et du contexte général, on a un fort ralentissement sur les bureaux de vente. Donc ça freine la production de logements. Et puis à plus moyen terme, c'est notre capacité à obtenir des permis de construire, à trouver des terrains. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut viser des emplacements dans des villes qui soient à restructurer. Il y en a malgré tout de moins en moins. Et il faut des politiques, des élus à même d'expliquer suffisamment, de concerter suffisamment pour que les riverains l'acceptent et que finalement le résultat de l'opération immobilière soit une réelle amélioration du cadre de vie de la ville. Et ça, c'est les 2 freins. Donc, pour l'instant, à l'écoulement des logements, mais surtout, celui qui nous préoccupe, c'est demain notre capacité à reproduire des logements. Quelles seraient les pistes, justement, qui permettraient de relancer cette production de logements d'Île-de-France? La piste, c'est déjà l'exemplarité des promoteurs, c'est construire de la qualité, parce que
si on regarde dans le passé, on n'est pas forcément fier, je ne dis pas accueil immobilier, mais l'industrie du logement en général, de ce qu'a pu être construit. Appartements aussi, type appartements trop compacts, architecture un peu pauvre, immeubles qui ont mis du temps à prendre aussi le pouls de la consommation d'énergie. Si on regarde les immeubles construits entre les années 60 et 75, on a quasiment 10 000 € de travaux par an et par appartement. On a une sinistrabilité à venir dans les copropriétés, puisqu'il y a un grand nombre de copropriétés qui sont en difficulté financière, c'est-à-dire plus de 20% de loyers impayés. Tous ces éléments-là font qu'il y a une image moyenne de l'acte de construire en tant que promoteur immobilier. Donc c'est déjà à nous de construire des réalisations de qualité, de profiter de ce pivot obligatoire vers l'environnemental qui est différenciant pour le neuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, RE 2020 notamment, la nouvelle réglementation environnementale, qui permet de produire des logements avec des coûts maîtrisés, demain des logements qui piloteront l'eau. Il faut savoir qu'on boit 2% de l'eau qui coule du robinet, que 60% de l'eau consommée dans une habitation, c'est pour les douches, les lavabos et arroser le jardin, et que là-dedans, il n'y a pour l'instant aucun retraitement des eaux grises. Donc, tous ces dispositifs qui vont être indispensables face aux restrictions qui s'imposeront à tous vont être transportés par le logement neuf. Donc c'est l'occasion pour le logement neuf de démontrer tout son aspect positif et d'embarquer finalement les pouvoirs politiques à pousser notre activité puisqu'elle est vertueuse, que ce soit dans le parc résidentiel, que ce soit dans la capacité à accélérer les mutations, puisque pour que l'ancien se rénove, il faut aussi que les gens aient une autre option, ils ne vont pas camper dans le jardin. Donc on est très positif sur la capacité du logement neuf à rebondir et à croître demain. Simplement, c'est à nous de faire cet exercice pour convaincre tout le monde de la nécessité du développement de notre activité. Et donc faire du logement neuf un exemple en matière pour la transition écologique, d'être véritablement exemplaire. Transition toute trouvée avec Antoine Desbarrières, notamment sur la dernière étude Qualitel, confort acoustique, confort thermique, qualité de l'air intérieur. Le logement idéal pour 26% des Français, c'est le neuf. Ça a toujours été le cas ou par rapport à vos différentes études, comment ça évolue? Alors quand on dit que le logement idéal, c'est 26% des Français, pour 26% des Français, c'est le neuf. C'est vrai, mais ayant en tête que pour 48%, c'est l'habitat existant. Oui. Donc il y a d'autres motivations aussi qui font, et notamment les contraintes financières, qui font que le Français ne choisit pas forcément toujours le neuf. Pour des raisons de coût notamment. Des raisons de coût, et puis aussi parce que quand on achète dans l'existant, on sait ce qu'on achète. On croit savoir, en fait. On croit savoir ce qu'on achète. On voit un certain nombre de choses. Alors on peut avoir beaucoup de mauvaises surprises. Dans un cas sur deux, on a des mauvaises surprises dans ce cas-là. Mais alors que dans le neuf, on achète sur plan majoritairement. Il faut se projeter. Et c'est pas toujours facile de se projeter en termes de vue, en termes d'environnement de l'immeuble, puis à l'intérieur même du logement, comment les espaces vont être aménagés, est-ce qu'il y aura suffisamment de place pour ranger ses affaires, etc. etc. Bon, voilà. La distinction neuf existant, c'est pas si simple que ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on achète dans le neuf, quand on achète un appartement, ce qui est très important, c'est bien sûr toujours le prix, mais la localisation. Bien sûr. Oui. La localisation et de façon assez surprenante, en tout cas nous on a été surpris à l'époque quand on a publié l'étude, un parking, un garage. On a besoin de ça lorsqu'on achète un appartement. Alors qu'en maison, quand on achète en maison, et il y en a aussi en Île-de-France, fort heureusement, et c'est nécessaire puisque là c'est un achat peut-être un peu plus coup de cœur. On achète une maison parce qu'on a envie d'acheter une maison. Et là, la localisation, finalement, n'est pas un critère si important que ça. Le prix, bien sûr, entre en ligne de compte, et bien sûr les espaces extérieurs, les espaces verts. Parlez-nous de ces labels, de ces certifications dont vous vous occupez. On parle notamment de NF Habitat HQE, haute qualité environnementale. Quelles sont les différentes certifications et labels? Alors, Qualitel délivre principalement la certification NF Habitat, qui correspond aux qualités essentielles d'un logement neuf ou d'un logement rénové. Un logement NF Habitat, il est plus sûr, il est plus sain, il est aussi respectueux de l'environnement.
Et on peut obtenir un logement de meilleure qualité, notamment sur la dimension environnementale, avec un logement certifié NF Habitage. Donc j'ai beaucoup apprécié le discours du Isbro tout à l'heure, puisque effectivement le logement de qualité, il est essentiel, et c'est bien de le faire. C'est bien aussi de démontrer que ce logement est de qualité. C'est le rôle de la certification, puisque un organisme impartial, indépendant, va attester de la conformité du logement à ces critères de confort acoustique, hein, je rappelle que c'est une des 5 plaies du logement, de confort thermique en été et en hiver. Voilà, c'est le rôle aussi de l'organisme certificateur d'attester de cette performance. On sait au travers de notre baromètre Qualitel qu'on réalise tous les ans que quand on achète, quand on est dans un logement neuf, on vit plutôt mieux, et quand il est certifié, c'est encore mieux. Et nous publions ces jours-ci une nouvelle édition du baromètre, du dossier bénéfices objectifs de la certification. Et c'est intéressant de voir que les logements certifiés, lorsqu'ils se revendent, ils ont une survaleur patrimoniale, qu'on pourrait appeler une valeur verte, de l'ordre de 15%. 15%. Donc il y a aussi un bénéfice important lié à ça. Et puis, parmi les nouveautés, il y a ce carnet d'informations sur le logement qui est effectif. On n'en a pas tellement parlé, hein, mais depuis le 1er janvier 2023, c'est d'avoir une traçabilité aussi sur les logements, et notamment le neuf. C'est un peu la carte vitale du logement. Est-ce que vous pouvez nous en parler, de ce carnet d'informations? Oui, alors ce carnet d'informations du logement, il a émergé pour le législateur, tout d'abord dans la loi transition écologique, puis dans la loi Elan. Et finalement, dans cette loi climat-résilience, et c'est seulement maintenant qu'on a ce décret d'application au 1er janvier, pour le neuf, les permis de construire déposés au 1er janvier, et pour la rénovation, et c'est aussi peut-être ça qui est le plus important, pour les rénovations énergétiques. Alors c'est quoi? C'est, vous l'avez dit, hein, une carte vitale effectivement du logement. Donc on va avoir dans un document, ou plutôt sur un espace numérique, pour ce qui concerne Qualitel, nous avons développé un outil qui s'appelle Cléa, qui répond à cette exigence. Sur l'accompagnement? Alors, on a d'abord les constituants du logement, tel qu'il a été construit ou rénové. Aussi, et c'est ce que nous proposons pour ce qui nous concerne, hein, des conseils sur comment bien entretenir son logement, que faire en cas de panne. Aussi des moyens de suivre ses consommations d'énergie, quelles qu'elles soient. Donc ça peut être connecté au compteur intelligent. Voilà, on a toutes ces informations, alors qui sont très importantes dans le neuf, mais un logement neuf, a priori, dans un premier temps, en tout cas, il a moins besoin d'entretien, encore que, ça viendra. En revanche, sur la rénovation, c'est un enjeu majeur, puisque on sait que la plupart des rénovations ne pourront pas se faire d'un seul coup, donc on sera souvent en rénovation par étapes. Et donc ce carnet, il est attaché au logement, ça va être le moyen de transmettre l'information d'année en année aux futures entreprises qui vont engager les travaux de rénovation. Informer de plus en plus, la transparence, la confiance aussi quand on se projette et quand on achète dans le neuf, c'est aussi un acte d'achat qui est important de se projeter. Est-ce que pour vous, à la fois les nouveaux matériaux, les nouveaux usages, est-ce que la façon de produire du logement a changé radicalement pour Accueil Immobilier, pour vous notamment? Sur 30 ans d'existence d'Accueil Immobilier, on va être, au bout de 30 ans, on va pour la première fois utiliser du bois. Donc c'est quand même un changement. On l'utilise sur les derniers étages d'immeubles qui vont être à une certaine hauteur dans Paris, mais aussi dans des maisons qu'on fait dans les Yvelines. On fait 7 maisons à Jouy-en-Josas, qu'on veut un peu être vitrine environnementale, qui sont en bois, avec parpaing de béton de chanvre par endroit, avec des VMC double flux, avec du triple vitrage. Tout ça. Oui, c'est un peu là, on est sur la haute couture. Oui, mais là, vraiment, ce qu'on veut, c'est offrir, indépendamment des certifications, de tout ce que la réglementation nous oblige à faire, c'est comment je propose un bien qui est la plus faible facture à la fin du mois pour mes acquéreurs. On raisonne pouvoir d'achat avec eux. Donc nous, on a la RT 2020, puis on essaie de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on consomme le moins possible d'électricité, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un confort d'été, c'est-à-dire que l'été, les gens aient le moins chaud possible, que nos logements soient capables d'avoir de l'inertie, hein, puisqu'on sait les épisodes de fort froid et de forte chaleur, ils vont être plus nombreux, mais ils restent brefs. Et donc pendant ces périodes-là, on a aujourd'hui des matériaux pour pouvoir
les rendre moins impactants du point de vue des usagers. Donc ça, c'est l'évolution. Maintenant, ce qui nous freine un peu tous là-dedans, c'est que le doublement des prix de vente sur 20 ans en Île-de-France, c'est un quadruplement des prix de foncier. Donc en fait, la masse, la plus grosse part du prix de vente de nos appartements et maisons va dans l'achat du terrain. Et ça freine les opérateurs sur une certaine capacité à innover ou implanter certains dispositifs qu'on connaît déjà, qu'on peut déjà utiliser. Là, on va l'utiliser à Jouy-en-Josas, par exemple, récupérer les eaux grises des douches pour arroser les jardins et les réinjecter dans les WC, récupérer des eaux pluviales aussi pour les réinjecter dans la maison. On commence à le faire, mais on pourrait le faire plus massivement si on avait des prix de foncier qui étaient moins élevés. C'est ça un peu le frein à une plus forte évolution dans l'utilisation des technologies et des matériaux dans l'immobilier neuf. Oui, Antoine Desbarrières, vous qui intervenez auprès des collectivités, des maîtres d'ouvrage par rapport au neuf et ces freins, c'est ce que vous entendez comme musique aussi ? Oui, oui, tout à fait, ça c'est constant et pour situer à peu près comment on travaille en Île-de-France, à peu près 55 à 65% des logements neufs collectifs qui sont construits en Île-de-France font l'objet d'une certification NF Habitat ou NF Habitat HQE. Donc on a un bon thermomètre du marché. Ouais. On est en contact avec beaucoup de collectivités territoriales. Je crois que sur l'ensemble du territoire national, nous avons une 60aine de conventions signées avec des collectivités parce qu'elles sont des prescripteurs de qualité et sur les fonciers qu'elles maîtrisent, elles attendent un niveau de qualité supérieur. Et ça s'exprime au travers de chartes, parfois pas toujours simples. Et on essaie, nous, de faire en sorte que la certification soit l'outil qui est utilisé parce que c'est un langage commun qui est partagé par l'ensemble des professionnels, beaucoup de promoteurs, de bailleurs sociaux, de constructeurs. Donc ce discours, oui, on l'entend de la part des élus. Il y a une exigence qui est de plus en plus forte sur la dimension environnementale, c'est très clair. Quelle que soit l'étiquette politique. Quelle que soit l'étiquette politique, les réponses qui sont apportées dans les exemples que vous citiez me semblent très, très bonnes. On est vraiment dans l'innovation, la recherche de matériaux alors nouveaux, oui, et anciens plutôt, hein, puisqu'en fait on est sur des matériaux d'origine naturelle. Il y en a beaucoup en Île-de-France et c'est très pertinent. Il y a beaucoup de progrès encore qu'on est capable de faire aujourd'hui de ce point de vue. Et au travers, nous, de la certification, on essaie d'accompagner en fait, les professionnels de ce point de vue en validant des solutions techniques et en les rendant en fait pérennes, puisque vous l'avez dit aussi, c'est très important. Il faut éviter de mettre en œuvre des solutions qui s'avéreraient obsolètes trop rapidement, ce qui a pu être le cas à une certaine époque. Bon, là, vous avez évoqué quelques freins, mais quels seraient les avantages d'investir en Île-de-France, dans le neuf ? Déjà, avantage d'investir dans le neuf, on ne l'a pas cité, mais il faut quand même le dire, puisqu'un appartement, une maison, c'est un lieu de vie où on va être en famille, c'est de pouvoir faire du sur-mesure et de pouvoir quelque part être dessiné avec le promoteur son habité. Nous, chez Accueil Immobilier, ça nous tient à cœur parce qu'on est un promoteur de taille moyenne, on fait 200 millions d'euros par an, 500 logements, donc on a le temps de faire du cousu humain. Donc ça, c'est le premier point de neuf. Confort de vie. Déjà. Confort de vie. On a parlé tout à l'heure de la maîtrise de ses coûts, mais ça, on le redit parce que c'est important. Le bouclier tarifaire, on ne sait pas jusqu'à quand il durera, mais bon voilà. Ensuite, c'est l'Île-de-France. Investir en Île-de-France, c'est l'Île-de-France rassemble les composants de l'attractivité. Il y a l'emploi, il y a de la sécurité, il y a des transports, il y a des écoles de qualité, et enfin, au centre, il y a une capitale. Donc tout ça, c'est des éléments qui vous assurent globalement d'investir dans un bien qui, quel que soit le parcours de vie, que vous le louiez ou que vous déménagiez, vous allez trouver un acquéreur en face le jour où vous allez le revendre. Nous, depuis qu'on travaille, tous ceux qui ont revendu à moyen terme leur appartement ont fait une plus-value. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément important, ce qui n'est pas le cas quand vous allez investir dans des produits d'investissement ailleurs en France, dans des secteurs où l'attractivité est moins certaine. Donc pour moi, c'est fondamental parce que c'est la plus grosse dépense d'une vie, l'immobilier. Donc si on peut être quasi certain à la sortie de gagner quelque chose, c'est quand même fondamental dans sa prise de décision. Antoine, acheter dans le neuf en Île-de-France, les avantages? On les a évoqués. Alors, spécifiquement en Île-de-France, là, je n'ai pas trop à me prononcer sur ce sujet parce que il n'y a pas de préférence territoriale pour Qualitel. Hein. On est présent sur tout le territoire. Non, je dis ça parce qu'on est sur Figaro Télé Île-de-France. On accompagne les professionnels et les particuliers de ce point de vue.
Un des critères essentiels de choix lorsqu'on achète un logement, c'est, j'ai dit, la localisation, mais la proximité par rapport à son lieu de travail. Ouais. Donc il est clair qu'en Île-de-France, il y a forcément la plus forte densité de ce point de vue, et donc c'est assez logique d'essayer d'habiter à proximité de son lieu de travail. Donc ça a du sens. Si vous le permettez, Olivier, j'aurais une petite question à poser à Ulysse Brault, parce qu'on est dans l'immobilier neuf. On parle de l'immobilier neuf, mais on a parlé aussi des difficultés de trouver du foncier à bas coût, pour ne pas dire que ça n'existe pas. Et donc une des solutions, bien sûr, c'est de reconstruire la ville sur la ville, de rénover, de surélever. Est-ce que, et on voit nous, on a quelques promoteurs immobiliers aujourd'hui qui commencent à faire de la rénovation, de la vente en l'état futur de rénovation ou de la vente d'immeubles à rénover. Est-ce que le groupe Accueil Immobilier va aussi se projeter sur ce type d'activité, parce que ça me semble être une des solutions. On voit d'ailleurs absolument l'émergence de nouveaux modèles, économiques et de qualité. Et de mariage entre le neuf et l'ancien, et notamment sur la partie rénovation. Oui, Ulysse. Oui, c'est une des solutions et un des sujets sur lesquels on travaille. À première vue, la rénovation, la réhabilitation, ça fait un peu reculer le promoteur immobilier parce qu'on est moins dans le sur-mesure. C'est plus compliqué d'aller garantir du confort thermique, phonique. C'est plus compliqué d'avoir des espaces extérieurs importants. Et chez nous, ça a toujours été des éléments clés pour vendre. Maintenant, comme il va falloir continuer à construire demain, qu'il y a moins en moins de terrain, qu'on l'a dit tout à l'heure, on a du mal à construire très haut. Mais par contre, rénover quelque chose qui est déjà haut, on peut le faire. Donc il y a besoin des deux. Construire des logements et de rénover massivement. Voilà. Donc nous, on s'intéresse à ça. On n'a pas attendu d'ailleurs cette situation de crise pour le faire, puisqu'à Saint-Germain-en-Laye, on avait rénové un hôpital et fait des logements de luxe à l'intérieur. Ça avait très bien fonctionné. Donc on regarde ça, d'autant plus qu'en ce moment, un certain nombre de foncières ont décidé d'accepter que certains actifs de bureau, avec le changement de façon de vivre, le télétravail, l'intelligence artificielle demain, bon bref, il y a des actifs de bureau qui sont plus désuets. Parce que le vrai problème pour tout ça, c'est d'acheter quelque chose d'existant au prix d'un terrain. Parce que sinon, l'équation du promoteur ne fonctionne pas. Oula, alors là, ce sera le cas d'une autre émission. Mais on arrive au terme de celle-ci. Voilà, on se met à avoir des immeubles de bureaux désaffectés qu'on peut réhabiliter en logement. Ça fonctionnerait, ça représentera peut-être jusqu'à 30% de la production de logements à 5 ans. Voilà. Merci à tous les deux, en tout cas, pour vos éclairages. Vous serez réinvités, on pourra évoquer, le sujet est passionnant. Ulysse Brault, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Antoine Desbarrières, merci. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.